L'affaire Elizabeth Powell. 15 janvier 1947, Los Angeles. Je m'appelle Ralph Dewinski. Jeune enquêteur, on m'a mis sur cette affaire. Je suis planté là, à quelques mètres de moi, une femme étendue dans l'herbe du terrain vague. Elle a le visage lacéré. Un sourire a été dessiné au couteau ou au scalpel d'oreille à oreille. Ses tétons ont été découpés. On l'a sectionné au niveau de l'abdomen. Les jambes sont étendues un peu plus loin, dans le torse qui a été vidé de ses organes. Je devine un objet en or, une montre. Je n'entends plus la foule des badauds et bientôt des journalistes derrière moi. Mes deux agents peinent à tenir les curieux à distance. On vient d'appeler les renforts. C'est une femme qui faisait son jogging ce matin qui nous a prévenus. Elle est en larmes, toute blanche, assise sur l'un des bancs publics. Le teint blême, elle est recroquevillée sur elle-même, son mari tente de la calmer. Il faudra sans doute qu'elle voie un psy. J'ai des sifflements dans les oreilles. Je prends une bonne bouffée d'air et je m'accroupis près du corps. C'est très dur. Vous n'avez pas idée. Vous comprendrez peut-être à la fin de ce récit. Qui a bien pu faire ça ? Me demande Kevin, le jeune que je suis censé former. C'est le fils du maire. Je ne réponds pas tout de suite. J'observe, je ne juge pas. Je m'imprègne de la scène, je demande l'appareil photo, je tiens à faire certains clichés moi-même. Le point de vue, le regard change tout. Une photo, c'est une perception, une œuvre d'art. Tout comme ce corps, placé volontairement ainsi. Celle ou celui qui a fait ça, que je dis, était très en colère contre elle. En entendant ma propre déclaration, je me dis que c'est con à dire, que c'est pas digne d'un enquêteur. Mais j'aime bien commencer par les bases, les hypothèses les moins risquées. On fait rapidement fausse route sur ce genre d'affaires. Un homme, je pense, que j'ajoute. Je crois qu'il se connaissait bien. Tu vois la coupe ici ? Je lui montre le tronc. Il met une main sur sa bouche. Seul un pro est aussi précis. Un chirurgien ou un médecin légiste. Quelqu'un qui a l'habitude de découper des corps. Je me relève pour regarder à l'intérieur du tronc. Et cette montre, il ne l'a pas oubliée. Elle a été soigneusement déposée là. Le tueur veut nous dire quelque chose. La bouche tranchée de part en part. Elle recèle aussi un message, tout comme la position des bras. C'est un artiste, ou du moins quelqu'un qui a l'art en haute estime. Ce serait donc à la fois un scientifique et un artiste ? Oui. Je pense à un chirurgien féru d'art. Il n'a pas aimé ce qu'elle a dit. Ce qu'elle représente. Il en a fait un objet d'exposition. Je me relève. Je viens d'assembler les pièces dans ma tête. Soudain, je me retourne et j'hurle. « Vous allez reculer ? J'ai une femme découpée en deux, alors si vous voulez bien nous laisser travailler. » Mes deux agents me regardent par-dessus l'épaule tout en repoussant les badauds toujours plus nombreux. Ma déclaration fait un peu son effet. Les journalistes du Hello LA sont déjà là. Faut faire vite. Je regarde autour de moi, quartier résidentiel, la classe moyenne, attenant au quartier des poches, avec leur villa de luxe. Si j'ai affaire à un chirurgien, il doit bien gagner sa vie. J'ai affaire à un homme riche, qui fréquente la haute et les artistes. Boum, une image me vient. Une peinture de Man Roddo, un surréaliste. Une peinture intitulée « Le sourire du firmament ». Oui, je tiens quelque chose. Et cette montre, que représente-t-elle ? Le temps, bien sûr. Et quel rapport avec Man Roddo ? Eh bien, l'artiste n'a-t-il pas dit qu'il fallait inclure le temps dans toute œuvre qui se respecte ? Ça y est, je tiens mon profiling. Un chirurgien qui admire Man Roddo. Quelqu'un qui le connaît peut-être. Après tout, je connais pas mal de rumeurs sur les surréalistes de LA. Ce sont des pervers, des sadiques. Ils ont le marquis de Sade sur leur table de chevet. Les femmes ne sont que des objets sexuels pour eux. Mais de là à découper celle qu'on identifierait comme Elizabeth Powell,
Une jeune actrice de 22 ans qu'un journaliste a surnommée le Dahlia noir à cause de ses cheveux. Peut-être qu'elle l'a rejeté. Et en homme conquérant à qui on ne refuse rien, il ne l'a pas supporté. Alors il a pris le contrôle, il l'a tuée, l'a vidée, l'a exposée, l'a manipulée comme un objet. Mais je connais cette colère. Plusieurs années de service m'ont appris une chose. L'homme qui fait ça, la plupart du temps un blanc, récidive. Sa colère est un puissant fond. Rien ne peut satisfaire la soif de sang d'un sadique. Seule la chaise électrique peut calmer leurs ardeurs. Vous me passez tout ça au peigne fin, que je dis à Kevin. Son torse se bombe, il est fier de se voir confier une telle responsabilité. Moi, je vais informer le chef. Il va falloir qu'il passe à la télé. Et tout en disant cela, je regarde dans la foule, à la recherche du sadique. Peut-être qu'il est là, parmi eux, à observer son œuvre, à se jouer de nous. Mais je ne m'attarde pas. Je sais que je l'aurai. La colère monte en moi. Je vais perdre le jugement critique. Je dois m'éloigner. Un flic qui vous dit qu'il n'a fait qu'exercer son métier est un menteur. On a des émotions, nous aussi. Et dans ce genre d'affaires, ça devient très personnel. Certaines affaires durent toute une carrière. Certains en perdent la raison. Il y a eu un autre meurtre, même zone, même sourire taillé dans la chair. La femme est sur le ventre cette fois. Sur son dos est écrit en lettres de sang « Fuck you, Black Dahlia ». C'est notre homme. Je vous l'avais dit, il emportera sa colère dans la tombe. On a déjà une dizaine de types qui ont avoué tuer Elizabeth Powell. Mais aucune preuve. Son ex, John Wilson, est aussi hors jeu. Il n'aurait pas pu découper le corps comme ça. C'est un crime passionnel, mais c'est quelqu'un d'autre. Je sonne à l'imposante porte de bois. Man Rodo, l'artiste, m'ouvre, en pyjama de soie. Il rajuste ses lunettes, étonné de me voir, il me laisse entrer. Je n'en aurai pas pour longtemps, monsieur Rodo. Je lui décris la scène du crime, puis je lui demande s'il a dans ses connaissances un médecin ou un chirurgien. Il me dit que oui, des dizaines. Je prends les noms puis je le laisse. Sur le canapé, 2 femmes dorment. Elles sont jeunes mais pas mineures. La table basse est jonchée de liqueurs et de drogue. Man Rodo est nerveux. Il ne s'attendait pas à cette visite matinale. Au bureau, j'ai eu 2 mauvaises nouvelles. La première, on me retire l'affaire sans explication. Du moins, on me dit qu'on a besoin de moi ailleurs. La deuxième nouvelle, c'est que je n'ai plus accès aux preuves. Normalement, elles sont toutes archivées au sous-sol. Mais là, elles ont disparu. On refuse de me dire si elles ont été déplacées. Un petit conseil, Dewinski, me dit mon chef. Concentrez-vous sur la formation du jeune Kevin. Vous et lui, vous avez une belle carrière devant vous. Si vous avez besoin de parler à Margaret ou prendre quelques jours, pas de souci. Margaret, c'est la psy du service criminel. Le chef a tenté de noyer le poisson. Comme quoi j'étais trop impliqué. Émotionnellement. Je n'ai rien dit, il a raison. Mais je ne suis pas tout à fait le jeune enquêteur qu'il décrit. J'ai de la bouteille, cette affaire dérange. Le département est corrompu, sinon, pourquoi m'écarter alors que je suis si bien embarqué ? Pourquoi faire disparaître des preuves ? La presse a cessé de parler du Dahlia noir du jour au lendemain. Mais il y a eu d'autres meurtres. Des corps de femmes retrouvés dans des terrains vagues, toutes dans la même zone, toutes mutilées de la façon la plus atroce. Et puis un jour, j'étais au comptoir à boire mon café au lait et un homme m'a abordé. Il portait une petite moustache et un complet. Il pose son chapeau rond devant lui et me dit tout de go. « Mon fils veut devenir flic. Il rêve d'enfermer les méchants. » Je souris à demi et jette un œil sur le garçonnet et son pistolet de bois. « Je vous connais. »« Non, pardon. Permettez-moi de me présenter, Monsieur Dello. » Je lui serre la main. Sa poignée est ferme. Son aura me dérange. Il est propre en tout point, sauf au-dedans. Je me tourne légèrement vers lui, pris d'une intuition. Vous étiez là ce jour-là,
Quand on a trouvé le dahlia noir, vous étiez dans la foule. Oui, j'étais là. Quelle atrocité. Je plonge mon regard au fond de ses yeux. J'y devine de la cruauté. C'est vous, n'est-ce pas? Il a un petit rire nerveux. Il lève le bras pour commander un espresso et un verre d'eau. En imaginant que ce soit moi, inspecteur, vous n'avez rien pour me coincer. J'ai senti mon poing se resserrer automatiquement, comme s'il avait une vie propre. Mes mâchoires se sont serrées, au point de faire grincer un peu mes dents. Seul un homme coupable pourrait vous répondre ainsi. En imaginant que ce soit moi, il boit son café et son verre d'eau d'une traite. Ce fut un plaisir, monsieur Dewinski. Je pars bientôt pour l'Asie et je ne crois pas que nous nous reverrons. Et tandis qu'il remet son chapeau et s'apprête à sortir une main sur l'épaule de son petit, je lui lance. Pourquoi est-ce que mon département vous couvre? Il s'arrête, détourne légèrement la tête et dit pour les avortements. Et pour tout ce que je sais sur eux, si je tombe, votre département tombe. Au revoir, monsieur Dewinski. J'avais envie de l'interroger sur ses motivations, mais je l'ai laissé partir. Je sentais que je perdais mon sang-froid. Il a traversé la rue avec son fils, puis je l'ai perdu de vue au détour d'une rue. C'était donc ça. L'avortement est illégal ici, et pas mal de flics avaient recours à ses services en douce. Mais vous comprendrez que je ne pouvais pas rester les bras croisés. 13 jours plus tard. Je me suis débrouillé pour connaître son vol. Le vol QD-267 à destination de Pékin. Je porte un chapeau qui couvre mes sourcils. J'attends adossé sur un pilier. Il est dans la file d'attente, il voyage seul. Il montre son passeport, on lui remet sa carte d'embarquement. Je le suis, les mains dans les poches. Il entre dans les toilettes des hommes, puis va dans la dernière cabine. Je fais comme si je me lavais les mains. Des hommes entrent et ressortent sans vraiment faire attention à moi. Alors je me poste devant la dernière cabine, je l'entends déféquer. J'attends. Une goutte de sueur s'échappe de mon front et coule le long de mon cou. Ça gratte, mais je reste concentré. Il tire la chasse d'eau, ouvre un peu la porte. J'en profite. Je le repousse à l'intérieur. Il n'a pas le temps de protester. Une main sur sa bouche, l'autre sur mon silencieux. Une première balle dans son genou droit, puis une deuxième dans le gauche. Il tombe à genoux et me regarde les yeux écarquillés par la douleur. Il mord mes gants de cuir. Ma main tient bon. Je relâche ma prise pour le saisir au cou de ma main gauche. Je remets le silencieux dans ma large poche. Je lève ma jambe et je décroche le couteau de chasse que j'ai à la cheville. Delo se met à rire. Il n'appelle pas à l'aide. Il semble se délecter du moment. Et quoi maintenant, inspecteur? Tout ça ne vous rendra pas le dahlia noir, ni les 8 autres femmes que j'ai tuées. Je le dévisage en espérant trouver des réponses. Mais je ne vois que le mal en lui, le sadisme, une cruauté intarissable. Qui sont ces hommes qui tuent par plaisir? Et tandis que l'interrogation rebondit sur la paroi de ma boîte crânienne comme un écho, je pose mon couteau dans la commissure gauche de ses lèvres. Je donne un bon coup et la chair s'ouvre. Je plaque ma main sur sa bouche pour étouffer son cri d'agonie, puis je pose le couteau sur l'autre commissure et je fais remonter la lame aussi loin que je peux. Ça bute contre l'os. Il me regarde sans toutefois implorer. Il ne s'évanouit pas. Je l'observe avec son sourire disproportionné et sa chemise de sang. Soudain, je suis pris d'un frisson jusque-là inconnu. Oh mon Dieu, que je me dis, je suis en train d'assassiner un homme. Le chef m'avait prévenu. Je suis trop impliqué émotionnellement, et c'est vrai. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'étais amoureux d'Elizabeth Powell. Nous allions nous marier. Et nous attendions un bébé.